Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo où je vais parler des films et séries que j'ai vus en avril 2025, vous donner mon avis sur la question. Évidemment, je ne vais inclure que les films et séries que je n'ai pas critiqués sur la chaîne, j'ai fait des critiques à chaud de certaines œuvres, et il y a certains films que j'ai vus pour préparer d'autres vidéos, donc c'est normal si j'en parle pas ici. Cette vidéo sera triée par ordre de préférence avec le pire film ou la pire série jusqu'à la meilleure d'après moi dans cette vidéo. C'est un avis rapide, sans spoiler que je vous fais là. Je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Et on commence ce classement qu'il faut pas non plus prendre trop au sérieux. Le premier film dont j'ai envie de parler s'appelle H. Il est disponible officiellement chez nous sur Amazon Prime Video. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, H raconte l'histoire d'une femme qui se réveille au bord d'une station spatiale, on a l'impression, et c'est là qu'elle va commencer à avoir des souvenirs de ce qui se passe réellement et va croiser du coup plein d'anciens membres de son équipage et va se poser des questions sur la réalité de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est un film que j'attendais un petit peu parce que j'aimais bien la bande-annonce, j'aime bien voir un peu ce que font Flying Lotus, même si je connais pas très bien leur cinéma, ils ont une bonne réputation, et surtout, bah moi j'aime bien l'horreur cosmique, c'est un truc qui me fait délirer, j'avais fait une vidéo d'ailleurs des meilleurs films d'horreur cosmique, parce que c'est un sous-genre de l'horreur que je kiffe, mais il n'y a pas beaucoup de bons films, pour le coup, ou de bonnes séries d'horreur cosmique, et là je me suis dit, ok, on va tenter juste par rapport à ça, et c'est du coup la pire œuvre que j'ai vue le mois dernier par rapport aux œuvres que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est laid, pour le coup, c'est hyper prévisible, l'ambiance est complètement ratée, c'est ça qui est hyper décevant, l'acting est méga gênant, voilà, franchement là, c'est catastrophique pour le coup, pourtant c'est des acteurs que j'aime bien, Eiza Gonzalez, Iko Uwais, il y a aussi Aaron Paul, mais non, c'est assez horrible de ce point de vue-là. Quelques idées cool pour le coup, quelques tentatives, mine de rien, pour faire quelque chose de bien, d'intéressant. Il y a quelques petites idées, quelques petites lueurs de mise en scène où tu te dis, ça c'est pas trop mal, mais globalement, c'est assez raté parce que la maîtrise n'est pas au rendez-vous. Pour le coup, ils maîtrisent pas assez leur sujet, ils maîtrisent pas assez bien le scénario, ça va un peu dans tous les sens, le montage est assez affreux. C'est un gros film, j'ai envie de dire de merde, honnêtement. Ça me fait un peu de mal de le dire, mais presque un gros film de merde. C'est pas du tout mémorable, l'histoire est pas du tout prenante. Ça dure 1h30 ressenti de brutaliste, pour le coup, c'est assez terrible. On dirait un fan film. Voilà, quand tu le regardes, pourtant tu dis ok, ça a l'air pas mal dans la bande-annonce, why not? On dirait un fan film, et honnêtement, je vous le dis tout de suite, hein, laissez tomber. Ça ne vaut pas le coup, ne perdez pas votre temps. Je suis déçu parce que j'attendais un peu d'horreur cosmique, un truc intéressant. Les fans d'horreur, laissez tomber. Les fans d'Eiza Gonzalez, Warren Paul, laissez tomber. Les fans, j'imagine, de Flying Lotus, laissez tomber. C'était l'une des pires expériences. Même à la maison, hein, je vous jure, 1h30, infâme. C'était hyper long, c'était moche. On dirait un mauvais épisode de Black Mirror mélangé à Love, Death and Robots. Il y a des séquences, je vous jure, on dirait un fan film. Non, c'est terrible, ça vaut pas le coup. Malheureusement, c'était vraiment nul. Ça aurait pu être bien, hein, il y avait quelques tentatives et tout, mais plus t'avances, plus c'est ridicule. Ne vous prenez pas la tête. Ensuite, l'autre film que j'attendais pas mal s'appelait In a Violent Nature, que j'ai vu. Voilà, je vous laisse trouver un moyen de le regarder. Moi, je l'ai vu. En tout cas, VPN ou autre, vous pouvez trouver sans problème. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire du tueur. Oui, on prend bel et bien le point de vue du tueur, d'un slasher classique. On va le suivre durant tout le film, et c'est ça l'histoire. Il va commencer à tuer des gens, et au lieu d'avoir le point de vue du coup des gens qui se font tuer, on a le point de vue du tueur. Et vous vous dites, c'est intéressant. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais en fait, le parti pris est hyper mal utilisé. Pour le coup, ça sert pas grand chose en termes de récit. Il y a quelques petites séquences assez sympathiques par rapport à ça, par rapport aux morts qui sont faites. Mais le truc, c'est qu'ils abandonnent le concept assez rapidement. Je veux dire, c'est pas vraiment que du point de vue du personnage ou de la créature qu'on a là, et ça c'est un truc assez bizarre, la manière dont ils abandonnent complètement cette idée là. Ça aurait été un parti pris scénaristique de prendre littéralement qu'un point de vue de caméra, ça aurait été intéressant, tu vois, juste ce plan là, et tu suis le mec pendant 1h20, 1h30, je sais plus c'est quelle durée, c'est pas très long, et tu le vois tuer des gens. Mais non, en fait la caméra fait plein de trucs, parfois tu vas même quitter le point de vue du personnage sans raison. Tu vois, t'aurais très bien pu le garder, mais bon, c'est juste pour, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, et ça mélange beaucoup de tonalités. Je veux dire, parfois, c'est assez catastrophique en termes de parodie, t'y crois pas du tout, parfois c'est un peu horrifique, c'est un peu pesant, parfois c'est rigolo, parfois c'est un slasher gore, il y a genre une mort qui est ultra gore, et après, il y en a plus. Il y a un truc un peu, voilà, de torture, entre guillemets, mais globalement, c'est très sage de ce point de vue-là, et ça, c'est pas vraiment ce que ça veut être. Le pire, c'est qu'il y a quelques moments, on va dire, qui sont réussis par rapport à la caractérisation de son personnage principal et des choses comme ça, en dehors des scènes d'action, et même un petit peu lors des scènes d'action, mais globalement, je veux dire, c'est un film qui n'a pas besoin d'un budget colossal, il avait juste besoin de respecter son concept.
le concept, lorsqu'il est respecté, en vrai, c'est pas mal. Lorsque le mec se balade, genre, le film est au maximum. Quand il y a la caméra dans la forêt où tu vois juste se balader, en vrai, c'est mortel parce que c'est une ambiance qui est un peu pesante, il y a un peu de mystère, tu sais pas vraiment ce qui se passe, il y a un côté méthodique, parfois aussi à ces crimes, qui est pas mal, mais le reste, c'est oubliable. Voilà, c'est un slasher raté. Concept intéressant qui aurait pu être vraiment bien, pour le coup, vraiment prenant, mais il assume pas son concept, ce qui est super dommage. Et parfois, bah, il sait pas ce qu'il est, quoi, entre les morts gore, les morts bancales. Ça va dans tous les sens et c'est raté. Donc dommage parce que ça aurait pu être vachement bien, mais malheureusement ça l'est pas. C'est inintéressant et c'est oubliable. Mais au moins bon, c'est 1h30, c'était pas une torture à regarder non plus. Ensuite j'ai envie de parler de Daredevil Born Again. J'ai envie de m'excuser parce que j'aurais dû faire la critique intégrale de la saison comme j'avais prévu, mais je l'ai pas fait pour 2 raisons. Premièrement, bah, j'ai détesté cette saison, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'avais pas vraiment le temps, à ce moment-là j'étais encore en train de refaire le setup et tout que j'ai depuis quelques semaines. Et je m'en veux quand même parce que j'ai quand même fait la critique de You saison 5. Voilà, je me suis tapé 10 épisodes de You. J'aurais pu faire la critique de Daredevil. J'avoue que j'ai déconné sur ça, surtout qu'elle était écrite, la critique. J'ai écrit chaque semaine, j'ai regardé de manière hebdomadaire, tout le temps, et j'ai écrit quelque chose et tout. Mais là, du coup, je vous fais un résumé sans spoiler de ce que j'ai pensé. J'ai un peu honte d'avoir fait You et pas ça, mais en tout cas, dans les deux cas, j'ai pas aimé les 2 saisons. Soit You saison 5 que j'ai critiqué était à chier, et là Daredevil Born Again qui est pour moi très mauvais aussi. Donc, premièrement, j'ai envie de vous dire que tout ce qui concerne le côté avocat de Matt Murdock, tout ce qui est la criminalité, c'est très mauvais. On n'y croit pas du tout. On n'est pas dans une série d'avocats, de justice, de choses comme ça. C'est assez mal géré de ce point de vue-là. Il n'y a pas de rebondissement. Le seul truc un peu intéressant, c'est évidemment le côté, vous savez, parallèle avec sa vie à lui de vigilante. Ils appellent ça comme ça parce qu'il en défend un du coup dans l'œuvre. Mais voilà, en fait, la série est vraiment axée par plusieurs arcs narratifs. Au début, c'est voilà le côté action d'Daredevil comme Netflix. Ensuite, c'est son arc avocat. On va dire, il y a plusieurs arcs au fur et à mesure de cette saison de 9 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et je trouve qu'ils ont vraiment très mal utilisé ça. La reporter qu'il y a dans le film, enfin pardon, dans la série, c'est une sorte de personne qui s'occupe du coup de médias et de fisc de manière générale, qui a ses interviews de rue qui pourraient pu être intéressantes pour donner un côté un peu vivant à New York, mais je trouve que c'est raté aussi, pas assez bien utilisé. Ils n'ont pas axé la chose sur les médias, alors que ça aurait pu être une vraie force, montrer à quel point les journalistes, les médias, entre guillemets, c'est même pas une journaliste, c'est une influenceuse, ça aurait pu être vachement intéressant de voir comment elle impacte le scénario. Bon, il y a quelques petits rebondissements par rapport à ça, mais j'ai trouvé ça assez mal exploité et pas assez exploité tout simplement. C'est un peu dommage. Punisher, faut en parler. Je veux dire, il y a quelques séquences avec le Punisher, très mal géré. Je pense que la chose la plus décevante par rapport au Punisher, c'est qu'ils ont mal géré son symbole. Dans la série, il y a des flics qui portent le symbole du Punisher, une sorte de police secrète qui porte du coup ce fameux symbole, et il n'est pas assez énervé par rapport à ça. Et je pense qu'en fait, c'est juste un teasing qui se fait par rapport au special. Donc le special, c'est, j'imagine, l'épisode ou le téléfilm qui va sortir en fin d'année où il va se venger par rapport à ça. Mais j'ai trouvé ça assez mal exploité dans cette saison et j'ai l'impression qu'il est là pour être là plutôt que servir la narration de l'œuvre. Limite, j'aurais préféré une saison où il se concentre vraiment sur Daredevil plus que rajouter le Punisher. Il n'est pas beaucoup présent. D'ailleurs, il y a des personnages qui sont pas beaucoup présents de manière générale, qui étaient dans le passé dans la série Netflix. Mais de manière générale, je trouve qu'il est mal exploité. Et les scènes d'action, surtout celles de l'épisode final, très mauvaises en termes de visibilité, de photos, de chorégraphie. Bah, c'est une série qui est très moche en disant les choses. Le début, les 2 premiers épisodes, j'avais bien aimé, j'avais défendu. Et après, catastrophique, de A à Z, en termes de photos, de mise en scène. Très mal fait. Pour le coup, il y a plein de choses qui sont nulles. Je veux dire, Muse, il faut en parler, c'est raté, mal développé, le build-up est mauvais, personnage complètement foiré de A à Z. La religion, qui n'est pas utilisée comme il faut, je trouve, dans Daredevil, c'est dommage. Pourtant, ils ont essayé à certains moments. C'est n'importe quoi. Ils ont réussi à mettre une chanson de Radiohead et complètement raté le coche avec aussi. C'est nul, honnêtement, c'est nul ce qu'ils ont fait avec cette saison, les arcs narratifs. Il y a tout un épisode publicité par rapport au Funko Pop et à Kamala, du coup le père de Kamala qui est là, qui va aider Daredevil. Et c'est peut-être le meilleur épisode pour le coup au final, je crois, je sais plus comme ça de tête. Mais c'était pas mal, sauf le côté pub et vouloir toujours interconnecter, vous savez, Miles Morales, ou il n'y a pas Miles Morales, mais une référence à son père, le père de Kamala, le marketing qu'ils font, vous savez, les sponsors Funko Pop et tout. C'est un peu gênant, il y a d'autres personnages qui interviennent aussi. Bon, c'était pas les pires choses possibles, mais je trouve qu'ils sont allés dans toutes les directions au lieu de se concentrer sur une histoire intéressante. Ils ont dit, ok, maintenant Daredevil est dans le MCU, faut qu'on le mette dans le MCU, faut qu'on rappelle aux gens que c'est le MCU, et du coup tu te retrouves avec des épisodes un peu balèques et des arcs. Tu sais pas à quoi ils servent quoi. On dirait que c'est des épisodes à chaque fois en couple. Tu sais, il y a 2 épisodes à chaque fois, ils se répondent un petit peu.
c'est assez raté. Au fait, tu vois vraiment qu'ils ont Frankensteiné ce qu'ils ont fait à l'époque avec Daredevil. Vous savez, ils ont rebooté la série et ils ont juste mis les meilleurs moments. Et au milieu, ils savaient pas quoi faire. Parce que le début est sympa, la fin est sympa, globalement. Mais c'est assez mauvais, hein, je trouve, de manière générale. Et le pire, je crois que c'est Fisk. Hein. Fisk est catastrophique pour le coup. Il est chiant à mourir. L'histoire avec sa femme est hyper inintéressante. 4 saisons de Fisk, je n'en peux plus, honnêtement. Il faut changer de méchant, je n'en peux plus. C'est pas prêt de changer, visiblement. Le fascisme de Fisk est hyper mal utilisé, pourtant, ça aurait été intéressant. Police secrète et toutes ces choses-là. Il y a quelques trucs cool, hein, comme cette séquence qui est pas mal de danse que j'ai bien aimé. Hein, l'épisode 8 était sympa. Il y a quelques fulgurances, honnêtement, dans ce Daredevil, mais globalement, leur relation, c'est un peu le cœur émotionnel de l'œuvre. Et c'est pas assez développé, c'est à peine présent. C'est un peu nul, voilà, c'est hyper léger. Dommage, hein, parce que Fisk individuellement ou avec sa femme, je trouve nul. Avec Daredevil, il est sympa. Et Daredevil tout seul, il est nul aussi. Et il y a plein de personnages secondaires que j'ai même pas cités, hein, comme les amis et collègues de Matt Murdock qui sont hyper mal utilisés. Mais le pire, c'est sa copine. Quel enfer. Je vous jure, quel enfer cette intrigue. Et la fin avec sa copine, j'étais au bout du rouleau. Je me suis dit, mais c'est quoi cette série à la con? Je n'en peux plus. C'est pas le choix qui me dérange en soi. C'est l'évolution qui est mal faite. C'est le manque de surprise. C'est tout qui est mauvais, quoi. Et franchement, à ce stade, tu te demandes, vu la fin de Daredevil saison 1, pourquoi il n'y a pas les Avengers, quoi. Il y a un événement tellement majeur qui se passe dans la saison que tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas genre Spider-Man qui est venu casser la gueule à Fisk et qu'on arrête là, quoi. Donc je comprends pas, c'est nul, c'est décevant, et la fin, je comprends pas. Pareil, ça, ils font tellement d'efforts pour le mettre dans le MCU, et d'un coup, ça a plus vraiment de valeur parce que du coup, tout aurait pu être réglé par je sais pas, un Avengers pourri hein, qui arrive et qui casse la gueule à Fisk, qui au final n'est qu'un homme. Il y a un peu de violence, d'ailleurs, il y a une scène où Fisk arrache la gueule d'un mec, mais honnêtement, c'est pas bien. Je vous jure, c'est pas bien, ça vaut pas le coup. Ensuite, j'ai vu Drop Game au cinéma. Pareil, je voulais aller voir un film sympathique d'1h30 au cinéma, vendredi soir. Ils font les Scary Friday à UGC. Donc je me suis dit, why not? Je suis allé. Je n'aurais pas dû, pour le coup. Et oui, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de positif dans cette vidéo. Je suis désolé, et c'est pas prêt de commencer. Le synopsis, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui va à un date avec un mec super sympa. Mais le problème, c'est qu'elle reçoit des messages, elle reçoit des fameux airdrops, ils s'appellent pas comme ça, mais grosso modo, c'est des airdrops d'iPhone de quelqu'un qui a décidé de ruiner son date et qui l'oblige à tuer son date. Elle reçoit les airdrops et lui doit se faire tuer par elle parce que sinon, son enfant se fait tuer. C'est ça un peu le jeu. Et du coup, elle doit deviner où se situe justement ce mec-là parce qu'un airdrop, c'est à quoi 15 mètres, ils disent, je crois, ou 15 feet même, je crois, donc peut-être même 6 mètres, je sais plus exactement, mais ils disent, voilà, où est le mec, et c'est une sorte d'enquête qui commence, et je me suis dit, ok, en vrai, début prometteur, sympathique, elle utilise bien son outil en tant qu'enquêtrice, et je pense qu'il passe par tous les moments logiques scénaristiques de si ça nous arrivait à nous, en fait. Parce que si moi ça m'arrivait, je pense qu'au début j'aurais réagi comme ces deux-là, et je trouve ça plutôt pas mal. Plus on avance, malheureusement, plus ça devient nul, plus ça devient ridicule, plus ça devient stupide. Trop d'intrigues pour le coup, ça va trop vers l'action. Le film, il faut lui enlever 15-20 minutes. Je vous jure, le film se passe majoritairement dans le restaurant, qui a un beau décor qu'ils ont construit, et je trouve qu'il se repère plutôt bien. Hein. Christopher Landon, je crois, il est le réalisateur, il se repère bien, il fait un bon travail de mise en scène sur certaines séquences, et il gère son décor, et c'est une sorte de huis clos dans ce restaurant. Mais tout se passe pas dedans en fait, et tout ce qui est en dehors du restaurant, c'est catastrophique pour le coup. La technologie est pas assez utilisée, je pense malheureusement, pour le coup, c'est ça qui est dommage aussi. Le truc, c'est qu'il y avait une enquête à faire. Il y avait un truc sur le tueur à proximité qui aurait dû être intéressant, ça l'est pas du tout. C'est pas un coup de nid au final, ça aurait pu l'être, mais ça l'est pas. Il y a quelques idées sympas par rapport à ça, mais je trouve que ça se perd rapidement en termes d'énergie, de rythme. Pour l'acting Balek pour le coup, mais globalement il assume pas assez son idée. Encore une fois, c'est pas le premier film de la vidéo qui assume pas son idée. Il y a un truc sympa par rapport au flashback, il y a une sorte de rebondissement par rapport à ça. Ce qui est dommage, parce que j'étais un peu conquis par la première moitié, je me suis dit putain, ça c'est un whodunit un peu intéressant, le délire de la technologie, c'est un peu bien mis en scène, ça va être vraiment bien et tout, que dalle. Honnêtement, que dalle, c'est bien moyen aussi pour pas dire nul, ça vaut vraiment pas le coup, et plus t'avances, je vous jure, plus c'est ridicule. Ça va pas du tout. Hein. Franchement, à la fin, je me suis dit, mais j'ai perdu mon temps. Voilà. Ils auraient dû enlever 20 minutes au film, mais ça aurait été sympa. Un film d'1h10, ça aurait été très bien. Ils auraient pu un peu garder l'énergie, mais non, il fallait finir en mode apothéose, action et tout. Et ça m'a grave saoulé, donc ne perdez pas votre temps avec. Et c'est dommage parce que je vois cette image et je me rappelle à quel point le début du film était cool, à quel point ils ont introduit le restaurant et tout, et au final, pour faire de la merde, un petit peu. Je suis aussi allé au cinéma voir La Légende d'Oshi, c'est un film que j'attendais pas mal parce que j'aimais bien la bande-annonce, c'est un film A24 pour le coup, distribué et même produit je crois par A24 si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est un film à petit budget et
Je savais que ça allait être nul, parce que globalement, lorsque sur TikTok vous voyez plein d'influenceurs qui font de la promotion d'un film, vous savez que le film est pourri, parce que ici ils font confiance à des influenceurs pour faire la promo d'un film comme ça, ils n'ont pas du tout confiance dans le film et c'est généralement pourri. Et malheureusement, c'est un peu le cas. Là, je pense que je vais être un peu méchant. Pour ceux qui ne savent pas, la légende d'Oshi, c'est du coup un gros dodo. Non, j'exagère un petit peu, même si ça l'est, c'est un gros dodo d'1h30. Encore une fois, on dirait de brutaliste en termes de durée. Du brutaliste était bien plus digeste. Tout ça pour vous dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe sur une sorte de créature, parce que oui, c'est une sorte de monde mythologique, on va dire, qui se passe dans les Carpates, filmé en Roumanie, et qui va donc devenir amie avec cette créature, mais en même temps, la famille de cet enfant recherche la créature pour la tuer, et elle doit protéger la créature. Bon, scénario assez classique, et en théorie, j'aurais dû aimer le film, je veux dire, c'est une vibe un peu à la Amblin de Spielberg des années 80, créature mythologique, Roumanie, et c'est un joli film, pour le coup, il y a plein de séquences qui sont très belles. Esthétiquement, le film est très plaisant, il n'y a rien à dire. Mais il y a quelques vrais soucis. Mais en tout cas, il faut quand même parler de la marionnette parce que c'est une vraie marionnette gérée par des vrais marionnettistes. Elle est vraiment bien pour le coup. C'est pas du CGI. C'est génial. On ressent cette vibe un peu Yoda presque. Mais vous savez, les films comme Dark Crystal de l'époque et tout. Il y a un truc vraiment bien par rapport à ça qui crée un truc intéressant, mais c'est pas assumé dans l'histoire, et c'est pas l'histoire, au fait, de l'œuvre. C'est pas la relation entre elle et cette marionnette, cette petite créature. En fait, c'est une allégorie. Regardez ce plan. Vous voyez, la famille ici, c'est une allégorie sur la famille, en fait, tout simplement. C'est ça, l'histoire, hein, c'est l'histoire de famille qui compte réellement. C'est une allégorie de la parenté, comment est-ce qu'on accepte un enfant dans sa vie, tout simplement, comment est-ce qu'on accepte d'être en couple en tant que parent. Ces choses-là, j'ai pas envie de trop en révéler, mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça se perd un petit peu au final. C'est pas un film d'aventure, c'est pas un drame familial non plus, ça a trop d'intrigue pour ce que c'est. Encore une fois, c'est 1h35, hein, ça aurait dû être très rapide, mais le ressenti est assez affreux parce que ça va un peu dans tous les sens et le film se concentre pas sur une chose. C'est pas que l'histoire de famille, c'est pas que l'histoire de la fille avec la créature, c'est pas que l'histoire de ces beaux paysages. Je veux dire, vous regardez ça, je me dis, c'est magnifique. Honnêtement, c'est très très beau. Donc ils ont vraiment trouvé des beaux endroits pour filmer et tout. Il y a des trucs un peu faux et tout évidemment, mais c'est une belle esthétique qui fait plaisir et c'est vraiment beau à regarder comme film. Et il y a des idées de mise en scène, hein, je dis pas, mais c'est le scénario pour moi qui va pas du tout, qui est vraiment décevant. Et le problème c'est que même si on aura ces bons acteurs, Willem Dafoe, Emily Watson et tout, il y a aucun problème. Il n'y a pas de cœur émotionnel. Il y a même Finn Wolfhard, je crois il s'appelle. Il n'y a pas vraiment de cœur émotionnel. Le monde est joli, mais tu te sens, bah oui, complètement déconnecté, je trouve, du monde. Il fait pas du tout vivant. C'est ça un peu mon problème, c'est que oui, il y a des créatures, oui, il y a des endroits où ils ont filmé qui sont magnifiques, mais tu sens pas le côté aventure, tu sens pas le côté où ces décors sont connectés entre eux. C'est un peu dommage, déçu, vraiment, parce que je voulais aimer ce film pour le coup, je voulais vraiment l'adorer, l'apprécier. Mais je vous jure, quand j'ai vu les influenceurs TikTok en parler, je savais que c'était fini. Je savais que c'était game over. Les premières critiques sont sorties. Le film a un bon Rotten Tomatoes et tout, des choses comme ça. Donc globalement, les gens aiment bien le film. Mais pour moi, il est assez oubliable. Et je pense que je suis un peu plus sévère que beaucoup de personnes concernant celui-ci. Peut-être parce que j'avais un peu des attentes. Je dis pas que c'est une torture, hein, mais j'ai trouvé ça long quand même. Et au cinéma, c'était étonnamment dur. Alors que normalement, au cinéma, tu es censé kiffer. Non, honnêtement, c'est difficile à conseiller. J'étais vraiment déçu. Peut-être les enfants vont aimer, hein, pour le coup, j'en sais rien. S'ils s'endorment pas devant, moi j'ai failli m'endormir devant, pourtant je suis allé genre à 16h et tout, j'étais au top, mais c'était vraiment décevant. Oui, Reacher saison 3 est techniquement meilleur que la légende d'Oshi, alors ça veut pas dire grand chose parce que je préfère peut-être voir du Oshi en termes de film que du Reacher saison 3, mais oui, j'ai passé un meilleur moment devant Reacher saison 3, encore sur Prime Video, je vais aller vite. Vous le connaissez, Reacher, c'est notre bourrin, détective, militaire, musclé, plus grand que tout le monde, génie, cette fois-ci dans des histoires familiales, de cartels, de vengeance, de suspense, comme d'habitude. Et ce que j'aime bien dans Reacher saison 3, c'est comme d'habitude, c'est la comédie. Je trouve qu'ils gèrent bien la comédie, je trouve que c'est drôle, ils ont une vraie identité ces personnages-là, ils ont des dialogues assez sympathiques à chaque fois, ils gèrent bien la comédie, ils gèrent moins la tension, je trouve, parce qu'au fait, Reacher dans cette saison est infiltré dans cette fameuse famille de cartels, mais il gère beaucoup moins bien l'infiltration, mais la comédie est top. Et en vrai, quand Reacher est une comédie, c'est trop bien, c'est cool. Par contre, le reste du temps, c'est assez décevant. Par exemple, là, pour le coup, c'est Reacher, c'est le plus grand bonhomme de sa série et il tabasse tout le monde parce qu'il est plus grand que tout le monde. Mais là, dans cette saison, il y a un gars qui est plus grand que Reacher, plus musclé, plus fort et tout. Il sert à rien. C'est vraiment nul. C'est vraiment décevant pour le coup. Et les scènes d'action de Reacher, alors celle de l'épisode final est pas mal, mais globalement, les scènes d'action de Reacher sont nulles. Les méchants sont généralement nuls. En fait, Reacher, ce qui est bien, c'est quand cette masse musclée joue à Sherlock Holmes, est plus intelligent que tout le monde, pécho des filles et tabasse des mecs plus petits que lui. Là, Reacher, c'est drôle, c'est fun, c'est assumé, mais bon, c'est léger, honnêtement. Tu vois, les intrigues sont bien construites, c'est un peu trop long, 8 épisodes, encore une fois, 6, ça aurait été beaucoup mieux.
Ça se regarde, c'est cool, c'est divertissant. C'est pas une grande série, mais ça fait le taf, quoi. C'est efficace, on va dire, de A à Z. Mais c'est mieux quand c'est une comédie plutôt qu'une série d'action. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et à ces moments-là, c'est plutôt cool. Mais il y a des petits moments un peu mignons, doux et tout. En vrai, bon, Reacher, j'aime bien. Toujours, c'est mieux que la saison 2. C'est pas aussi bien que la saison 1, je pense, mais en tout cas, c'était sympathique pour ce que c'est. Ensuite, on parle des deux œuvres que j'ai bien aimées, oui, pour le coup, durant ce mois-ci. Et oui, c'est Paradise, la série Disney+, qui a été renouvelée. Paradise, c'est l'histoire d'une enquête, parce que oui, le président de ce pays se fait tuer. Et cet homme-là va enquêter sur la mort du président, et comment il va enquêter est assez intéressant, mais surtout où il va enquêter, parce qu'on n'est pas dans notre monde, on va dire, à nous. C'est les États-Unis, mais dans une communauté bien précise, un peu isolée du monde, j'ai pas envie de trop en révéler, et j'avoue qu'au début, l'enquête, je m'en foutais un petit peu, genre, il n'y avait rien qui m'intéressait, le côté enquête n'était pas passionnant, c'était pas non plus un thriller, c'était pas très bien équilibré, mais au fur et à mesure, je pense, avec les épisodes, j'ai commencé à bien aimer l'équilibre entre le présent et les flashbacks, et c'est vraiment les flashbacks qui ont donné une identité, je dirais, à l'œuvre et une vraie émotion pour le coup, parce que j'ai réussi à m'attacher au personnage grâce à ces flashbacks qui étaient plus simples, entre guillemets, que ce que je m'attendais, mais fatalement pas aussi manichéen. C'est-à-dire que oui, c'est un peu les trucs classiques que tu vois dans les séries comme ça, qui mélangent un peu mystère, enquête et du coup, on va dire, le délire un peu action, mais pas trop non plus. Pas mal, honnêtement. C'était pas mal, il y avait un bon équilibre, je m'attachais aux personnages, je commençais à bien les aimer tous de plus en plus. Le monde s'est un peu ouvert au fur et à mesure, c'est ça qui est cool, avec des arcs narratifs que je commençais à bien aimer, des personnages que je commençais à bien aimer, des moments d'émotion réussis, il y avait de bonnes alchimies entre les personnages, il y avait une mise en scène assez intéressante à certains moments, ils ont mis du budget je trouve dans cette série, parce qu'à la base hein, c'était une mini-série, mais en tout cas j'ai bien aimé, voilà, pour le coup, parce que les personnages m'ont un petit peu sauvé par rapport à ça. Il m'a fallu 2-3 épisodes pour commencer à m'intéresser aux personnages, m'intéresser à leurs intrigues, à leurs histoires, et j'ai commencé à apprécier surtout le président, au fait, qui était de plus en plus cool, qu'on voit là, et la relation, enfin lui c'est pas le président il est juste là, voilà, et la relation qu'ils ont tous les deux était vraiment cool pour le coup, et j'ai trouvé que c'était réussi grâce à ça aussi en tant que série. Il y a un truc qui m'a un peu insupporté, c'est que même si j'aime bien le président, j'aime bien l'acteur encore une fois, c'est le délire musical. En fait, chaque épisode, il y aura des covers de chansons hyper connues. Et c'est insupportable. Je vous jure, j'en ai marre d'entendre des covers de Phil Collins. J'adore Phil Collins, hein, mais j'en ai marre. Et en fait, il y a des covers à chaque épisode. Et en fait, c'est utile pour le scénario. C'est ça qui fait chier. Parce que moi, j'aime pas, ça me fait chier. Mais c'était un peu utile au scénario. C'était même plutôt utile parce que ça représentait beaucoup de choses par rapport à l'œuvre. Mais voilà, j'ai commencé à aimer les personnages, dont lui. J'ai commencé à m'attacher à toutes ces personnes. J'ai trouvé que plus on avançait dans l'histoire, plus les intrigues étaient prenantes, plus on découvrait le monde, on va dire, dans lequel il vivait. Et ça, c'était hyper intéressant. Et je suis très curieux de la saison 2. Parce que oui, je pense que c'est un peu long. Je pense qu'ils auraient pu faire ça en 6 épisodes aussi. Et ça aurait été meilleur. Mais vu comment ils ont fini la série, je pense que la direction de la série sera complètement différente. Et c'est ça qui me donne aussi envie, voir comment ils vont aller dans cette direction. C'était une mini-série à la base, hein, mais vu qu'elle a cartonné, eh bien elle a été renouvelée. Enfin, je veux dire, voilà, les mini-séries, c'est des mini-séries jusqu'au moment où tu as les audiences. Et si les audiences sont bonnes, ils renouvellent. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était bien. C'est ça qui est important de noter. C'est que c'était une bonne série grâce à ça. Et je pense que la saison 2 a du potentiel, mais j'avoue que les premiers épisodes m'ont pas plu plus que ça et j'étais pas vraiment dedans. Il a fallu quelques moments pour que je m'intéresse à l'intrigue et que vraiment toutes les intrigues ont commencé à se développer et à s'accroître de manière assez intéressante dans plein de directions différentes. Donc ça vaut le coup, honnêtement, Paradise, au final, c'est pas mal du tout. Mais mon œuvre préférée de ce mois-ci et l'œuvre que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'était Common Side Effect, une série Adult Swim, du coup disponible sur Max. J'ai vu ça sur TikTok, je crois, quelqu'un en a parlé que je suivais, que j'aimais bien, et je me suis dit, ok, je vais tenter, je vais regarder, et honnêtement, trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Common Side Effect, c'est pas une série hyper connue, mais c'est une série d'animation où en gros, t'as un mec qui va découvrir une sorte de champignon magique, bleu, qui permet de tout soigner. Mais quand je dis tout, ça inclut la mort. Donc si vous vous faites tuer et vous bouffez ce champignon ou quelqu'un vous le fait bouffer, vous ressuscitez, grosso modo. Et ce mec-là, c'est un peu un hippie scientifique, il a envie de donner ce champignon au monde entier. Il a envie d'aider le monde entier, de soigner le monde entier et ces choses-là. Et c'est là que le coup de cœur commence, parce qu'en fait, il y a un délire un peu réaliste à la chose. Comment toi, imaginez-vous, hein, vous trouvez un champignon comme ça magique et qui pousse et vous arrivez à le faire pousser. C'est l'une des intrigues de la série d'ailleurs, comment il va réussir à faire pousser ou pas le champignon. Mais si vous y arrivez, comment vous faites pour le distribuer?
qui est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous faites ça de manière locale? Vous allez voir vos voisins? Vous allez voir le village? Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Comment on fait ça? Parce qu'une ville, c'est trop grand. Comment tu donnes des champignons à, je sais pas, 200 000 personnes? C'est impossible. Encore pire si vous habitez genre à Paris ou un truc comme ça, ou dans une plus grande ville. Donc comment toi, d'un point de vue local, tu peux distribuer un champignon? Et c'est ça l'histoire, en fait. C'est comment lui va essayer de trouver un partenaire, plusieurs partenaires pour distribuer le champignon. Et forcément, bah, ça crée des vraies angoisses, parce qu'il y aura une sorte de thriller angoissant, parano qui va se créer. Parce qu'à qui tu peux faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à, je sais pas, Big Pharma, par exemple? Il y a du coup un délire hyper complotiste qui est hyper satisfaisant. En même temps, une critique acerbe de la sécurité sociale, surtout aux États-Unis, mais chez nous aussi. Le délire Big Pharma qui est hyper fun à suivre avec ces méchants caricaturaux, mais qui sont développés au fur et à mesure. Et le côté aussi common side effects, donc les effets secondaires, par rapport à ce champignon, parce que ce champignon-là aura des effets secondaires. Et c'est ça qui est drôle aussi, le délire un peu visuel, LSD qui est fun. Donc c'était moins manichéen que prévu, plus touchant que prévu, et c'est l'intrigue qui est en haleine. Parce que tu te demandes comment il va faire, comment il va y arriver, et t'as envie de continuer, t'as envie de suivre. Il y a plein de moments hyper touchants par rapport à des trucs tout bêtes. Il y a des personnages qui sont introduits à un moment via la musique, genre épisode 1, et là je me suis dit ok, je vais kiffer cette série parce que c'est un petit truc, mais c'est des agents du coup fédéraux qui sont introduits d'une manière comique, humoristique, mais la série étendu. Je veux dire, il y a de la violence, il y a de la tension pour de vrai, il y a des gens qui meurent, il y a ce champignon qui est un vrai MacGuffin intéressant. C'est hyper prenant, il y a cette tortue, la relation avec ce mec-là. Il y a plein de choses que j'adore, qui sont abordées de manière sérieuse, avec beaucoup de complexité, je trouve, pour le coup, et de manière ludique et fun, divertissante. Ça n'oublie jamais ces personnages, pour le coup. Il y a plein d'intrigues différentes qui sont cool, mais il n'y en a pas trop non plus. C'est hyper bien équilibré. Je crois qu'il y a 10 épisodes, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu déjà il y a un moment. Mais grosso modo, il y a des moments stressants, des moments émouvants, des moments un peu mélancoliques, des moments doux, des moments un peu hippie aussi. C'est un bon équilibre, et du coup, la série, pour ceux qui ne savent pas, a été renouvelée pour une saison 2. Et j'ai trop hâte. Alors, c'est quoi ces petites créatures? Bah, vous avez qu'à voir la série, qui est trop bien. Et je pense que la fin de la saison est géniale. Et oui, il y a besoin d'une saison 2, ça c'est évident. Donc, Common Side Effects, en vrai, coup de cœur, pour le coup, c'est l'une des meilleures séries de l'année. C'est hyper divertissant, c'est ingénieux, c'est émouvant. C'est ce genre de série qu'on aime. Et si vous voulez voir des séries d'animation de qualité, Common Side Effect, trop bien, c'est sur Max pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films et surtout de toutes ces séries parce que j'ai vu pas mal de séries ce mois-ci, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, dites-moi tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux que ce soit Spotify où toutes les vidéos sont disponibles, TikTok, Reel, Twitch et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.